Bienvenue dans le podcast Ajuka, le podcast de l'association Ajuka dédié au cinéma ultramarin. Ici, on met en lumière les talents et les récits de nos territoires. Installez-vous bien, c'est parti pour un voyage au cœur du cinéma d'outre-mer. Bonjour Guillaume, merci beaucoup d'être avec nous au podcast d'Ajuka, donc l'association des jeunes ultramarins pour le cinéma et l'audiovisuel. On est joignable d'ailleurs sur Instagram, juste je le répète, sur ajuka.com. Merci d'être avec nous. Donc, on est très heureux de t'avoir pour deux raisons. Déjà, tu viens de rejoindre l'association. Donc, je voulais te faire un grand merci. On est très heureux de C'est la raison t'avoir. principale. Et merci pour l'invitation. Et la deuxième raison, c'est qu'on aimerait te découvrir plus parce que tu fais partie de l'écosystème du cinéma. Mais tu es plus dans le côté recherche. On aurait besoin que tu nous dévoiles un petit peu ton parcours, comment t'en es arrivé là. Et donc, c'est ce que je te propose aujourd'hui. On n'a qu'une heure. Mais c'est très bien, 1 heure. Super. Guillaume, alors, dis-nous qui tu es. Tu as grandi aux Antilles ? Alors, qui je suis? Vaste question, mais pour faire court, je suis né, j'ai grandi en Guadeloupe. Ok. Je suis de parents, comme on dit, métropolitains qui se sont installés là-bas. Et c'est une implantation dans l'espace caribéen. Et donc, enfance, adolescence, une partie des études supérieures en Guadeloupe, avec, à un moment donné, dans l'adolescence, pas mal de questions que ça implique, qui sont des questions sur la réalité historique de ces sociétés, sur ce que je vais rapidement appeler le contentieux colonial, qui se vit au présent de manière tout à fait évidente. Et bien qu'ayant des parents métropolitains, entre guillemets, il a été évident pour moi, entre le collège et le lycée, que ma réalité n'était pas une réalité hexagonale. Que je n'étais ni de Paris, ni de Marseille, ni d'Alsace, ni de Bretagne, etc. Et qu'il y avait des conséquences, finalement, à cette réalité-là. T'en as souffert ? C'est quelque chose qui t'a marqué, oui, forcément, mais t'en as souffert à ton niveau, étant jeune ? Alors, est-ce que j'ai souffert de ce contentieux colonial, pour reprendre cette expression ? Je ne sais pas. Par contre, c'est vrai qu'à la période du collège, il y a eu des confrontations assez fortes, au niveau verbal au minimum. Dans le collège de Gosier, duquel je garde un très bon souvenir, c'était vraiment un établissement, c'est un établissement dans lequel il y a une immense exigence d'enseignement, mais c'était quand même un milieu où il y avait une certaine ébullition. Et c'est vrai que là, tu reçois la question très frontalement. Et donc oui, donc ça a fait partie du processus. Ça, c'est le côté réalité locale. Ouais. Et puis de l'autre côté, une passion pour le cinéma qui se développe à peu près à cette période-là, préadolescence. Vers 11 ans, 12 ans, je me mets à regarder les films compulsivement. Et, à la télé, tu veux dire, ou tu avais des accès aux cassettes vidéo, le cinéma local peut-être ? Alors, c'était beaucoup la télé. Ok. Et j'enregistrais des dizaines et des dizaines de films sur cassette. Ouais. Voilà, on avait la chance d'avoir un magnétoscope, ce qui était quand même assez répandu. Mais je pense qu'on a été une des premières familles à avoir un magnétoscope lorsque j'étais gamin, vraiment, 6 ans, 7 ans. Ah oui. Et c'est vrai que ça m'avait fasciné, le principe qui était que quelque chose qui passait à la télé se retrouvait sur cette bande et finalement qu'on pouvait revoir cette chose-là autant de fois que souhaité. Les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas du tout. Non, alors c'était des grosses cassettes comme ça. Avec une bande magnétique, et on enregistrait, voilà. Alors, ça donnait des enregistrements de qualité très variés. Très variés. Absolument. C'est quand même un support qui tenait pas forcément bien le temps. Et voilà. Et donc, c'était... et puis, il faut le dire, c'est pas une question anodine. J'ai 11 ans, il y a l'arrivée de la chaîne privée Canal+. Ah oui. Aux Antilles-Guyane. Ok. Et là, c'est une ouverture absolument incroyable à un ensemble de films auxquels on n'avait pas accès, ou difficilement. T'avais le décodeur alors ? Oui, pour le coup, mes parents avaient pris un abonnement Canal+.
Et ça a été vraiment un horizon, j'ai envie de dire, éclaté comme Ah ça ouais. d'accès aux films, à une époque où bon, bah, l'accès était quand même plus limité. Pas mal de Ouais. films ne sortaient pas en salle et assez peu passaient à la télévision. Alors là aussi, les jeunes générations ne peuvent pas s'imaginer cette époque où il n'y avait que 5 ou 6 chaînes. C'est vrai. Mais tu avais autant de chaînes, en Guadeloupe? Bah, en Guadeloupe, tu avais, J donc ça a changé de nom un tas de fois, RFO Ouais, qui est devenu Guadeloupe Première, Guadeloupe la Première et cetera. Tu avais, accès donc à France 2, à France 3 et puis en chaîne locale, tu avais Canal 10. ouais, Tu as d'accord. toujours Ouais, Canal il y a 10, tu avais toujours. Archipel 4 qui a fermé au Oui. début des années 2000 et Mmh. tu avais TV Éclair qui D'accord. existe, qui Je maintenant s'est scindé en 2 chaînes, c'est un peu compliqué et voilà, ouais, donc il y avait ça, il y avait 5-6 ah, chaînes, ouais. c'est marrant, je Puis Canal+ est arrivé. et Canal+, moi, j'ai le souvenir qu'il y avait peut-être un peu moins de chaînes en Martinique, mais peut-être que je dis des bêtises. Alors ça dépend du Heu, nombre de chaînes privées que vous aviez ouais, je me rappelle. ou que Moi, je vous me souviens avez. de Parce trois, que 4 chaînes, ATV, c'est sûr, ouais, voilà. mais en Guadeloupe, ouais, il y avait Canal 10, Archipel 4, TV OK. Éclair. Ah oui, donc tu étais bien loti, en tout cas. Voilà. Des chaînes sur lesquelles d'ailleurs on voyait des choses intéressantes, hein, diffusées dans des conditions un peu obscures, Obscur, oui, mais on avait accès à des films. absolument, et les clips aussi. Ah tout à fait, ouais, ouais. Non, ça oui, oui, tout à fait. Et juste, je reviens un tout petit peu quand tu parlais de cette, problématique, «coloniale» entre guillemets. Mmh. Toi, en tant qu'enfant, ça m'intéresse de comprendre en tant qu'enfant ou adolescent, tu t'es senti un peu discriminé ou pas? Ou c'était tu te sentais à ta place? Je vois que tu reviens sur cette question. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, il y a eu une période où je me suis senti, pour reprendre ton mot, discriminé. C'est vrai, ouais. Mmh. C'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup discuté, ma guadeloupéanité. Ah ouais. Heu, alors je ne veux pas forcément développer cet aspect-là, mais oui, oui, verbalement, c'était tout à fait explicite. Il fallait que je rentre chez moi. Bon, sauf que chez moi, je voyais pas très bien où Ah c'était ouais. Mmh. et Ah oui, bah oui. parce que j'avais des attaches avec cette France hexagonale par, les familles de mes parents, mais pour le coup, d'un point de vue du vécu, avant une réflexion qui pourrait être une réflexion rationnelle, quand je montais, en France hexagonale, j'allais vers une terre qui m'était exotique, Oui, au sens premier du terme. exactement, Elle voilà, était ouais. tout à fait en dehors de mes habitudes et de mon vécu, Mmh. et que ce soit au niveau, du climat, au niveau, des paysages, au niveau, de tout, Mmh. la lumière, les odeurs et cetera. Donc j'ai toujours eu ce sentiment-là. Donc bon, quand on me demandait de rentrer chez moi, je ne voyais pas du tout, Ouais. où ça pouvait être et j'ai toujours bien compris que si par ailleurs, dans ma vie à l'avenir, j'allais, bon, finalement m'installer ailleurs, ça allait être une implantation qui allait impliquer une Ah. adaptation. Donc je pense que ça, c'est peut-être, la première phase très intuitive, de conscience de mon ancrage local, qui est, finalement, c'est une question assez simple qu'assez peu de gens se posent d'ailleurs, je pense. Mmh. Dans le monde dans lequel on est, où beaucoup de gens, ont une origine ou des origines et ont un vécu qui est implanté ailleurs, je crois qu'assez peu de personnes se posent une question qui est finalement assez simple, c'est que, quel que soit finalement ce qu'on leur dit qu'ils sont, alors est-ce qu'ils sont français ou est-ce qu'ils ne sont pas français? Est-ce Mmh. qu'ils sont ceci ou cela? La question c'est que le lieu, comme dit Édouard Glissant, est incontournable et que là où on advient dans le monde, là où on se développe, c'est de là qu'on commence à voir le monde et c'est là qu'on commence à le rêver ou à le désirer ou à le comprendre dans une certaine mesure et cet aspect-là est, je pense, au moins aussi important Mmh. que ses origines biologiques. Totalement. Ça, je le pense tout à fait. Donc en tout cas, toi, tu as grandi, ton écosystème était profondément guadeloupéen, ta culture Ah était oui. profondément guadeloupéenne. Ah, je Hem baignais dedans, oui. et tu oui, bah, oui, tu baignais dedans, et tu avais de la famille d'ailleurs, guadeloupéenne ou pas du tout? Non, pas du tout. Non? Quand mes D'accord. parents s'implantent en Guadeloupe, il n'y a aucun lien, OK. Donc que des amis, voilà, éventuellement. tout à Donc fait. alors tu as grandi, enfin tu as fait tes études, tu étais intéressé par le cinéma. Est-ce que tu as été l'un de ceux qui, je sais pas, avait une petite caméra ou un appareil photo pour commencer à à créer, du contenu? Oui, tout à fait, ouais, ouais, j'ai eu la chance d'avoir une caméra, en période d'adolescence, vers 14-15 ans. OK. C'est mes grands-parents qui, nous avaient fait ce cadeau.
Alors pareil, ce sont des choses qui n'existent plus tout à fait, mais à l'époque, c'était, on achetait par correspondance, 3 Suisses, La Redoute, tout ça C'est et je crois que c'est par un de ces systèmes-là que mes grands-parents avaient commandé une caméra et ouais, ouais, je me rappelle bien de cette période-là avec alors pareil, c'était des grosses cassettes pour aujourd'hui, enfin mmh. voilà et donc oui, j'ai commencé à faire des choses, qui sont imprésentables aujourd'hui. Tu les as Je encore? oui, je dois avoir un Ah! enregistrement sur un et c'est pour te dire, sur que j'avais gravé sur un DVD, par la Ah suite ouais, et c'était un film, en noir et blanc ou sépia dans lequel je faisais jouer tous les rôles à ma petite sœur, c'est vrai? Julie, qui a 3 ans de moins que moi. On Alors la salue. pour moi, c'était parfaitement intelligible. Ah oui, on salue Julie qui a fait la comédienne avec énormément de sérieux et de passion. Et finalement, en retombant sur ce film il y a quelques années, je me suis dit, mais que pour moi, c'était logique, je comprenais l'intrigue, mais que dans la mesure où c'était la même personne qu'on voit dans les champs, dans tous les plans, champ contre champ et compagnie, finalement, on n'y comprend rien. On comprend rien du tout à ce qui se passe. Voilà, c'est très amusant. Bon, on apprend évidemment de ces naïvetés premières, là. Ah mais tu sais, on filme aujourd'hui, hein, donc si tu veux partager ces images-là, Oui, on pourra totalement les rajouter à ton podcast, YouTube. je vais y réfléchir. Ouais, ça m'intéresse. Donc alors tu avais une actrice, donc tu étais déjà, directeur de enfin tu Ouais, déjà vers 12, 13 ans, bon alors, c'est ma film sœur, director. c'était ma sœur, hein, la comédienne principale. Des fois, j'embringuais des potes dans ça, Flavien et Yvan, qui étaient de grands amis, qui d'ailleurs le sont toujours, hein et mais bon, c'était pas forcément des grands comédiens. J'étais pas très au point non plus au niveau du découpage et du montage et tout. Non, ça a donné vraiment quelque chose d'original. Mais tu voulais raconter quoi d'ailleurs, à cette époque-là? Alors à cette époque-là, et c'est une chose d'ailleurs qu'il importe de rappeler, parce que depuis quelques années, je donne des cours de cinéma à l'université à travers différents statuts. Mmh. Moi, j'ai toujours un certain, plaisir à rappeler à mes étudiants que la cinéphilie ne commence pas nécessairement avec, Antonioni, Godard, Shoei Imamura, Kurosawa et cetera. Moi, à l'époque, qu'est-ce que je regarde quand je suis préadolescent? Les films d'action. Bien sûr. J'ai ma période buddy movie, Mmh. extrêmement, intense. Il y a encore des films d'ailleurs que je regarde avec énormément de plaisir, Mmh. Piège de cristal, de John McTiernan reste un modèle de rythme, je suis, fan de Jurassic Park. C'est un film que je me refais de Ah temps à ouais, autre avec un grand plaisir parce que c'est une de ses premières claques c'est cinématographiques. vrai. Le premier Batman, de Tim Burton, reste pour moi une référence, tout à fait, considérable et cetera. Donc je commence par ce cinéma-là. Après, c'est vrai que la curiosité et puis l'accès, progressivement à de plus en plus de chaînes, De cinéma contenu. spécialisées, Mmh. quand, CanalSat est arrivé. On a eu le câble aussi, en Guadeloupe, un petit peu avant, Mmh. tout ça. Bon, fait que tu voilà, que tu vas progressivement vers d'autres références. Mais donc au début, oui, qu'est-ce que je fais comme petits films, Tu racontais, des films, voilà, inspirés par ce type d'intrigue-là, quoi. mais Avec les c'était quoi, des films gunfights et tout. d'action? Ouais, John c'est ça? Woo, j'étais un grand fan de John Aïe, Woo aïe, aïe, tu aussi, faisais des films d'action des films d'action, bon, disons d'une efficacité, limitée. avec des trucages et tout? Oui, alors le trucage, je m'y suis pas trop essayé, ça donnait pas grand-chose, ouais. Mais surtout à Mmh. l'époque, je le rappelle quand même, hein, des caméras à bande, analogiques, on n'était pas encore dans les possibilités qu'on a aujourd'hui. Ouais, puis ça devait être plus compliqué quand même de se fournir, en matériel, non? Oui. Que si tu étais en France hexagonale, j'imagine, en tout cas. Oui, oh, pour le coup, c'est sûr, ouais. Hem, Oui, oui. Même au niveau bon. professionnel d'ailleurs, hein, puisque c'est au Ah début des oui. années 2000 qu'on a la première boîte de location, de matériel Ah sur oui! place, Ah oui, seulement? en Guadeloupe. Alors je me souviens plus précisément de l'année, mais c'est, Skyprod SciTech. D'accord. C'est-à-dire que même au niveau professionnel, où c'était, des techniciens qui avaient leur propre matériel, ou c'était le matériel des chaînes de télévision, ou alors c'était de la location qui arrivait de France hexagonale. D'accord. Enfin Waouh! voilà pour rebondir sur, la question que tu poses. Non, c'est bien et ça nous donne, une petite idée de entre guillemets «de l'écosystème» aussi, cinéma si on peut dire. D'ailleurs, c'est peut-être une industrie qui a commencé assez tardivement là-bas, mais bon, il y avait Christian Lara Oui, qui est le pionnier, du cinéma guadeloupéen. oui. C'est Comme dit un ami martiniquais, Amin Gotora,
quoi qu'on pense de certains films de Christian Lara, c'est Maître Yoda. C'est Maître Yoda. C'est vraiment le type qui a, qui a ouvert le chemin et avec une persistance qu'il faut lui reconnaître. Oui, totalement. Ah, et la persistance, oui, absolument. Et c'est quelqu'un que tu as croisé d'ailleurs dans ta carrière? Ou que Là, tu as suivi au départ, au niveau de justement de sa filmographie? Est-ce que là-bas, c'était assez, montré? Enfin, ces films étaient oui. montrés? Alors Christian Lara, je commence par le découvrir par ses films, bien sûr. Il Dans passe, les, tu veux dire, il passe dans les chaînes, locales dans les années ou pas? 90, j'ai vu quelques films de lui au Au cinéma. cinéma, hein? Ouais. En particulier, je pense que, alors de souvenirs hein, comme ça, mais il faudrait vérifier, je suis pas bon. Le premier film que j'ai vu de lui, c'est Sucre amer en Mmh. 1998. Je me rappelle très bien, je l'ai vu au Rex 2. Et à chaque fois que je lui ai évoqué rapidement ce souvenir, il m'a dit c'est impossible parce que je n'avais pas accepté que Circuit Élysée, le diffuseur, passe le film, donc ça n'a pas pu passer au Rex. Et j'ai toujours maintenu le fait que j'ai vu Sucre amer au Rex 2. Donc là, il y a une question à résoudre qui le sera peut-être un jour. Ah bah, oui. Et donc je commence par voir ces films des années 90-2000 et en toute honnêteté, ça ne me convainquait pas beaucoup. D'accord. Et puis, au hasard des programmations de chaînes locales, j'ai vu un morceau de Mamito D'accord, je et connais ça, pas j'ai dû le voir celui-ci. dans les années 90. Pareil, je devais avoir, allez, entre 13 et 18 ans, quelque chose comme ça. Je ne sais plus très bien quand, sauf que je ne savais pas que c'était Mamito. Mmh. Et la seconde découverte du cinéma de Christian Lara vient au moment où je décide déjà de faire un travail de mémoire en master 2 D'accord. sur une partie du cinéma antillais. Et m'imaginant bien que certains films sont difficiles d'accès, je commence par les films les plus récents, en me disant bah, j'aurai plus de chances d'y avoir accès. Donc, ce mémoire de Master 2 était sur le cinéma antillais, Guadeloupe-Martinique, de 1995 à 2010, l'année où je... Où tu étais en études? 2012, où je fais le mémoire. D'accord. Et, et en fait, bon, par une amie en commun, je réussis à accéder à Christian Lara, qui était quand même assez difficile d'accès, hein, Mmh. je le dis très respectueusement, mais Lara ne répondait pas aux mails, il ne répondait pas aux SMS, il ne répondait pas aux appels. Et donc, bon, je suis passé par une amie en commun et ça l'a finalement convaincu. Et donc, il me donne sur le moment, je vais à une projection privée, d'ailleurs, c'était pas loin des Champs-Élysées, l'un de ses films les plus récents de l'époque, c'était D'accord. Tout est encore possible, une OK. comédie politique, Connais pas, ouais. qui est selon moi d'ailleurs officieusement une forme de remake implanté en France hexagonale de Coco la fleur candidat. Il m'a dit qu'il n'était Ah! pas d'accord, mais Ah moi ouais? je pense qu'il y a de ça. Mais Coco Lafleur, c'était un bon film, j'avais beaucoup aimé moi Ah oui, Coco personnellement. Lafleur, c'est Très, très c'est vraiment un très, très bon ouais. film et c'est l'un de ses meilleurs films à lui, par Mmh. ailleurs, mais et donc j'ai accès à, finalement, ces films des années 70-80 que je ne connaissais pas du tout et je rappelle qu'on est en 2012, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a beaucoup moins accès à ces films qu'on Mmh. y a accès aujourd'hui. Par exemple, Coco la fleur candidat a été mis en ligne sur YouTube. On Oui, peut pendant également... covid, je crois. Je crois que c'était pendant le Moi, c'est comme ça Covid. que je l'ai découvert, c'était pendant covid. Ouais, ouais, tout à fait. Mmh. Et de même qu'il a mis en ligne, ça c'était Lara qui l'avait fait directement, 1802, l'épopée guadeloupéenne, Oui. sur YouTube. Et il y avait à un moment donné, sur Love My VOD, il y avait quelques films de Christian Lara Mmh. auxquels on pouvait accéder en streaming payant. Puis quelques films ont été restaurés, ils sont diffusés par quelques chaînes. À l'époque, je ne me rappelle pas que c'était beaucoup diffusé, il faut bien le dire. Mmh. Et donc je découvre en 2012 bah, cette partie finalement, cette face cachée, pour ainsi dire, de la filmographie de Christian Lara et qui me convainc beaucoup plus, je Mmh. dois bien le dire, qui me parle beaucoup plus et voilà. Et par la suite, Christian Lara, j'ai continué à lui courir après. Il n'a pas été très agréable pendant plusieurs années, je dois bien l'avouer, mais c'est un secret de polichinelle. Christian Lara avait quand même une réputation de personne qui n'était pas forcément facile. Et il faut dire que lorsque j'ai entamé mon travail de recherche doctorale et que je l'ai contacté pour avoir accès aux films qui me manquaient de Mmh. lui, un jour je l'appelle et je pense qu'il n'a pas identifié mon numéro à ce moment-là. Il me répond, il était sur un projet assez difficile à mettre en place, qu'il n'a pas pu faire d'ailleurs. D'accord. Et il a été très désagréable au téléphone. Et à partir de là, j'ai cessé de lui faire des demandes et j'ai été chercher ses films auprès Ouais. de tierces personnes, des comédiens des rôles principaux, des personnes qui pouvaient avoir une copie, alors directeur de festival, des choses comme ça. Ah Ce waouh! qui fait que ça a pris un petit peu plus de temps.
Et Mais t'as tenté, quoi. T'as été Ah vraiment, t'as tenté le tout pour le tout, oui, finalement. absolument. Et puis moi, j'avais bien envie qu'on ait une bonne relation. Mais bon, ça ne s'est Ah, pas mis en ouais, place c'est pas toujours évident. tout de suite. Et pour finir, finalement, la relation est devenue plus amicale lorsqu'il a vu que j'ai été au bout de mon travail de recherche Mmh. doctorale. Je pense que le fait que j'aille au bout voilà, a impliqué un changement de position par rapport à moi. Et je raconte cette anecdote très rapidement parce que c'était un buffet d'ouverture d'une édition du festival du Cinestar, notre D'accord. multiplex en Guadeloupe, le Cinestar International Film Festival. Et donc j'arrive au buffet un peu en retard et il y a une productrice, Fanny Glissant, qui Mmh. arrive et qui me dit: «Ah mais Guillaume, je suis contente de te voir, tiens je parlais, avec Christian Lara, je parlais de toi». Et je lui dis: «Non, non, surtout ne parle pas de moi à Christian Lara». Elle me dit: «Mais pourquoi?» Je dis: «Non, non, mais il veut pas être copain avec moi et non, non, ne lui parle pas de moi». Elle me dit: «Ah bon? Ah bon?» Et au moment où j'arrive au buffet, il s'avère qu'il est derrière moi. Oh Alors, non! est-ce qu'il est venu pour, me saluer ou est-ce qu'il était là par hasard? Je ne sais pas. Je me retourne et je lui dis: «Ah ben, monsieur Lara, je suis très content de vous voir». Ce qui était vrai d'ailleurs, Bah, hein. oui, oui, j'imagine, pour toi, il y avait pas de problème. Et je lui dis d'ailleurs: «J'ai vu il n'y a pas très longtemps un de vos films, et vous ne devinerez pas lequel. Je l'ai vu aux archives du CNC, c'est Un amour de sable». C'est un film qu'il a réalisé en OK. 77, Waouh! qui n'a rien à voir avec l'espace antillais, qui est tourné à Belle-Île-en-Mer, dont le rôle principal est joué par Jacques Weber. C'est également le premier film dans lequel, apparaît, elle est adolescente, Anne Parillaud. Et D'accord. c'est un film, qui est une très belle réflexion sur l'impossibilité de l'amour entre un homme et une femme. Et c'est un hommage que Christian Lara a fait à son mentor qui était Ingmar Bergman, ce qu'on ne se figure pas forcément. D'accord. Et donc il est assez surpris que j'ai vu ce film-là et il me dit: «Et alors votre travail?» Et je lui dis: «Eh bien j'ai remis, la thèse en ligne, il y a quelques jours». Et il me dit: «Félicitations». Et je lui dis: «C'est gentil, merci». Et il me dit: «Non, non, félicitations, vous le méritez». Et j'ai répondu: «Merci, c'est gentil». Et voilà. Et après, finalement, les relations se sont réchauffées. Et en particulier, par la suite, j'ai repris la programmation du festival Le Fémi, OK. qui est l'un donc des festivals de cinéma de Guadeloupe. C'est le plus ancien. L'an prochain, on va sur la 30e édition, ce qui n'est pas Bravo. rien. C'est un festival qui existe depuis 1992. Et on Waouh. a créé un prix d'honneur en 2022. Et évidemment, la première édition de ce prix d'honneur a été consacrée à Christian Oui. Lara, parce qu'il nous semblait important de mettre en avant le travail qui a été fait par ce réalisateur. Mais c'est le 1er réalisateur, guadeloupéen auquel tu as été, entre confronté, c'est pas le terme, mais dont tu as vu le travail au départ? Ou tu avais eu quelques autres, réalisateurs ou vu des films de réalisateurs, guadeloupéens ou antillais de façon générale avant ça? Alors je ne peux pas dire si c'est lui le premier, parce qu'il est évident qu'à l'adolescence déjà, il y a aussi Eusanne Palsy. Ah oui, bien Alors sûr, c'est peut-être Eusanne Palsy. avec, Rue Je Cazenègre. je suis, la rue Cazenègre bien Ouais. sûr, rue Cazenègre. Et puis je suis de la génération Siméon. Ah bien Quand sûr, oui. Siméon sort en 1992, j'ai une dizaine d'années. Et je crois que tous les enfants de Guadeloupe ont vu Siméon au Mmh. cinéma. On était réquisitionnés dans des cars Ah ouais! scolaires. Oui, on allait Waouh! à des séances le matin, au Rex 1, et peut-être qu'après ça a été au Rex 2. Et c'était, les séances étaient pleines. C'était vraiment des cars et des cars scolaires d'écoles primaires, de collèges, de lycées qui allaient voir Siméon, ce qui était normal d'ailleurs. Et déjà parce que c'était un film fait par, une réalisatrice antillaise. En plus, il était Mmh. tourné en Guadeloupe. Et d'ailleurs, ça, c'est un des premiers chocs cinématographiques. Ça construit une cinématographie, ça construit une cinéphilie. C'est-à-dire que, heu, c'est peut-être le premier film de cinéma Mmh. dans lequel je reconnais des lieux qui sont des lieux de ma vie quotidienne. Ah, c'est chouette Alors que ça. ce soit le stade de C'est Montauban au Gosier, que ce soit certaines rues à gauche, à droite, enfin ah ouais, des décors de mon enfance et de mon adolescence. Et c'est top. l'effet miroir, il est super important, Ouais, ouais. surtout à un âge comme ça. Et il y a pas très longtemps, il y a eu un symposium qui a été organisé à Princeton, Mmh. en l'honneur de Jeanne Palsy. C'était le 2 avril. Et parmi les différentes interventions, il y a eu une intervention d'une Guadeloupéenne qui enseigne aux États-Unis, Corinne D'accord. Labridi,
Elle enseigne à l'université de Philadelphie, Penn. OK. Et elle a eu le même témoignage que moi. Elle a dit: «Voilà, lorsque j'avais 10 ans, j'ai vu Siméon sur grand écran et ça a été un de mes premiers chocs, cinématographiques et cetera». Donc ça aussi, ça participe Ça c'est excellent de voir de voir son environnement, au cinéma. absolument. Je comprends totalement. D'ailleurs, la dernière fois que j'ai vu mon environnement au cinéma, c'était le film de Christian Lara, qui s'appelle, Jaffa le pardon, Oui, où il tourne dans le 19e arrondissement. oui, Sur les quais de Seine, d'ailleurs, on n'est pas loin de là où il a tourné tout à fait. et c'était hallucinant de voir, en fait, qu'il a tourné, là où j'ai grandi et je comprends ce que tu veux dire, en fait, par là. C'est, ouais, c'est magnifique et d'ailleurs, on salue, Zan Palsy, hein, du coup, en Ah, on même salue temps. Ozan Palaci, bien sûr. Donc Siméon a été, plus que Rue Cazeneuve, du coup. Enfin, Rue Cazeneuve, c'était tourné en Martinique, je crois, mais Oui, oui, non, Rue Cazeneuve est aussi un des premiers films antillais que je vois et puis c'est une claque. ouais. Mais Siméon avait cette double particularité, déjà d'être vu en salle, Ah oui, et ouais. puis d'être tourné en Guadeloupe. Donc voilà, il y a cet effet miroir était plus marqué encore en ce qui me concerne. Mmh. Mais oui, Rue Cazeneuve, évidemment, de toute façon, est l'un des premiers films antillais et puis l'un des incontournables, indiscutables, j'ai envie de Ouais, dire, c'est indiscutable. de cette filmographie. Mais du coup, ta relation au cinéma, dans le sens, aller au cinéma, c'était assez, facile à l'époque de se trouver en salle? Il y avait, une, Oui, est-ce qu'il y avait une offre intéressante et voilà, cetera? c'est ça. Hem, oui, alors bon, on sait que on sait qu'il y avait pas un nombre très important de salles. Mmh. La Guadeloupe, en particulier, plus que la Martinique, a tout à fait été, officiellement identifiée comme le département de France qui était le moins bien desservi en Ah, nombre de salles. c'est ce que j'avais cru entendre, Je ouais. crois que enfin, c'est pas je crois, il y avait moins de salles par habitant que dans la Creuse, par exemple. Mmh. Donc bon, il y avait assez peu de salles. Mais, je rappelle cette grande époque du Rex, à Mmh. Pointe-à-Pitre. Il y avait 4 salles. Il y avait le Renaissance sur la place de la Victoire. Il y avait 2 salles. Donc il y avait quand même possibilité de voir des films. Et moi qui suivais, mais chaque week-end, on achetait le France Antilles pour avoir le TV Mag. Et à l'époque, c'était génial. France Antilles, donnait la programmation au cinéma avec les affiches des films. Ah, trop bien. Ouais, c'était Ah c'était ouais. bien fait, donc c'était en noir et blanc. Puis je me rappelle, je découpais les affiches, je collais Ah ça ouais? sur des feuilles et tout. Et donc chaque semaine, je regardais ce qui sortait en salle. Et j'avais assez vite repéré que certains films un peu, moins mainstream, on va dire, que d'autres, des fois ne restaient qu'une semaine. Waouh! Ah ouais, Donc je c'est faisais des vraiment top. pieds et des mains Pour aller toutes les semaines. pour que ma mère, me conduise, au cinéma pour voir un film que je jugeais, important ou qui m'intéressait. Donc globalement, bien sûr qu'il y a plein de films auxquels on n'avait pas accès, donc on les voyait à la télévision, mais on a toujours, reçu, voilà, quand même une certaine diversité de programmation. Aujourd'hui, bon, parce que la mémoire est souvent courte, de manière schématique, il y a cette idée, encore une fois, qu'on avait une programmation qui n'était que commerciale en Guadeloupe ou en Martinique. Mmh. C'est pas C'est vrai, pas vrai? c'est pas vrai. On Mmh. recevait tous les films de Spike Lee, Ah ouais! on recevait des films qui parfois avaient un nombre de copies assez limité sur la France hexagonale. Moi, j'ai vu Fargo des frères Cohen, c'est un film qui à l'époque avait quoi, 80 copies sur toute la France. D'accord, Bon, il était OK. arrivé en Guadeloupe quand même, et voilà, et d'autres films, plus rares. Donc il y avait cette possibilité quand même, de construire sa cinéphilie aussi en salle. C'est Mais cool. c'est vrai que le gros, c'était les chaînes de cinéma spécialisées, ça c'est sûr, ouais. D'ailleurs, tu sais qui, choisissait les programmations en salle? Hem, pour, Précisément, non. non, c'est vrai? Bon, c'était le D'accord. circuit Élysée, bien sûr, hein, qui avait le monopole à l'époque. Alors aujourd'hui, il y a le Cinestar, le Mmh. multiplex qui est face au circuit Élysée. Bon, c'est une question un peu complexe, mais à l'époque, il y avait le circuit Élysée uniquement. Bon, après, je sais pas qui faisait précisément la programmation, mais encore une fois, il y avait quand même une certaine diversité. Une On offre. l'oublie, OK. mais il y avait une certaine Bah, diversité. c'est bien de le rappeler dans ces cas-là, ouais, c'est top Oui, oui, tout à fait. Et puis, et il y avait aussi des ciné-clubs. Alors ça, j'en parle très ah! C'est rapidement, hein. vrai? Il y avait le ciné-club du Rex. OK, Enfin, les gens appelaient ça le ciné-club, mais c'était pas tout à fait un ciné-club. D'ailleurs, je salue Patrice Gano, qui est un ami, qui tenait, ce ciné-club entre guillemets. C'était tous les jeudis soirs à 20h au d'accord. Rex 3. Et donc il y avait là la possibilité de voir des films, qui étaient encore plus rares.
et qui, parfois, n'avaient que cette séance unique. Waouh. J'ai vu Lost Highway de David Lynch en 95 au Ciné-Club le jeudi soir. Et d'ailleurs, il n'est pas resté en salle par la suite. Et des fois, Mmh. quand le film qui passait finalement fonctionnait assez bien, il pouvait avoir l'honneur de rester une semaine ou deux en salle. Il était finalement pris dans la programmation. Donc oui, il y avait moyen de construire sa cinéphilie. Moi, j'ai vu des films comme La Strada de Fellini, une version Ah oui. restaurée du Cirque de Chaplin, et puis bon, des films qui étaient de l'année ou de l'année précédente, mais qui n'allaient passer qu'à cette séance unique du jeudi soir. Donc tout ça, voilà, ça participe encore une fois à la construction. Et c'est quelque chose qui vous étiez nombreux à être cinéphiles dans ton Non. entourage ou les gens que tu croisais au cinéma, il y en avait quand même beaucoup à cette époque-là? Bah, il y a forcément des cinéphiles, à gauche, à droite. Je me rappelle que les séances du ciné-club du Rex, il y avait quand même rarement beaucoup de monde, faut pas se mentir. Ça Mmh. répondait vraiment à un groupe assez limité de personnes. La cinéphilie dans mon espace direct, non, j'étais Ouais. un peu à part. Alors après, c'est vrai que mes parents, ma mère en particulier, avait déjà un côté quand même un peu cinéphilique, Donc moins elle développé, t'encourageait, mais ma mère, m'a très vite, initié à des films comme, Easy Rider, de mmh, Dennis Hopper, ah ouais, ou, Vol au-dessus d'un nid de coucou, de Miloš Forman, et cetera. waouh, Donc il y avait déjà ce petit feu-là. Mais globalement, non, j'étais quand même un cas un peu à part. ouais, Et j'avais, donc une amie de la famille, Catherine, pour la nommer, qui elle était une grande cinéphile. Et d'ailleurs c'est une tante de cœur parce que quand on s'est implanté comme ça dans un autre espace que, bah, le lieu d'origine ouais. de sa famille, on n'a pas de tonton, on n'a pas de Ah tati, oui, on n'a ça pas de c cousin sur ouais, place, ouais, c'est dur. donc on Ouais. construit, c'est voilà la tante de cœur, c'est la grand-mère de cœur, c'est le grand-père de cœur, et cetera. Et Catherine était donc pour le coup une vraie cinéphile. Et elle avait, en plus, comme elle faisait, elle était constamment dans un avion, elle arrêtait pas de faire des allers-retours, pour aller à des congrès. Donc elle est médecin, pour aller à des congrès un peu partout. Elle passait par Paris et donc elle avait très souvent la dernière nouveauté en VHS, Oh puis en là là, DVD. trop bien. Et ça, c'est vrai que ça m'a aussi beaucoup aidé à construire ma cinéphilie. Par exemple, je pense qu'elle était certainement, la seule personne en Guadeloupe à avoir le coffret de VHS de la version intégrale de Underground de Kusturica, qui faisait 5h30. Voilà, des choses comme ça. Et quand on est passé au DVD, c'est elle qui m'a offert des films comme, L'Aurore de Murnau ou la Mmh. version restaurée de Métropolis de Fritz Lang, et cetera. Donc il y avait aussi ce point d'accroche-là. Ouais, ça aide, c'est top ça. Et Ah tu oui. tu choisissais tes films en fonction, donc tu parlais de cette revue, France Antilles où tu avais, les posters. Toi, tu les choisissais en fonction de quoi? Du synopsis, des posters? Comment tu te disais: «Je vais aller voir ce film-là»? Alors très simplement, très vite, je me suis mis à lire des magazines, de critiques. Ah ouais, bien Je sûr, OK. lisais Première. Tu avais accès aussi aux Moi, magazines de j'étais critiques. j'étais OK, un grand fan de Première. Je OK. lisais un peu Studio des fois, mais je trouvais leurs critiques un peu pompeuses. Mais ça, c'était un avis personnel, hein. Chacun avait son école. D'ailleurs, je me rappelle que lorsque je suis monté à Paris, il y a une vingtaine d'années, pour faire une école de cinéma, l'ESSEC, une des écoles privées, on s'engueulait entre camarades en disant: «Mais non, Première, c'est pas bon du tout leurs critiques. Moi, c'est Studio, depuis 10 ans». Enfin, chacun avait un petit peu, voilà, sa petite chapelle. Et je lisais les critiques de tous les films. OK. Donc tu étais vraiment, ouais, J'avais vraiment cette passion, passion. Mmh. et je lisais des critiques de films dont je ne savais même pas si je pourrais les voir. Mmh. Mais à l'époque, je lisais ces magazines-là, mais comme les évangiles, quoi. Donc je repérais comme ça. Un vrai passionné, hein. Tu vraiment, Ah oui, oui, non, c'était ta c'est passion vraiment déjà. devenu, comment dire? J'ai envie de dire la moitié de ma vie. Ouais. J'avais ma réalité scolaire, bien sûr. À l'époque, j'étais, ce que je peux d'ailleurs toujours être par moments, j'étais un grand timide. J'avais assez peu d'amis, j'avais une vie sociale très limitée. Donc dès que je sortais finalement de cet espace scolaire, Mmh. ma vie, c'était ce pays cinéma. Ouais. Puis ça te fait voyager en plus le cinéma, Et ça fait voyager. Et la remarque que tu viens de faire est très importante. Je crois on oublie assez souvent que le cinéma, comme les arts en général, est l'un des premiers contacts avec la différence culturelle, totalement. Ouais, avec les altérités, ouais. quelles qu'elles Mmh. soient.
hein, altérité culturelle, linguistique, biologique, de paysage, etc. Et c'est vraiment une des premières manières de rencontrer le monde. Je suis d'accord. Et voilà, et Ouais. c'était clairement une des 2 moitiés de ma vie, oui. D'accord. Donc tes études, tu as fait ta thèse. Hem, est-ce que, après ta thèse, donc qu'est-ce que tu as voulu être enseignant? Ou tu n'as jamais voulu, toi, réaliser du coup, enfin, Mmh. persévérer en tout cas dans le métier, mais à créer des contenus? Alors, c'est un petit peu plus complexe que ça, mais dans les grandes lignes, je monte à Paris faire une école de cinéma. Donc moi, ce Mmh. qui m'intéresse à la base, c'est la pratique. C'est la pratique du cinéma, c'est-à-dire Voilà, c'est de tourner, de faire des de de films, réaliser des de films. réaliser. Ouais. Et ça, c'est une lubie qui ne m'a pas lâché. C'est-à-dire que depuis l'âge de 11 ans, à 11 ans, j'ai décidé que je serais réalisateur. Hem, alors je rappelle aussi que, puisque j'ai un petit peu dépassé la quarantaine, enfin je suis dans la quarantaine, voilà, première moitié de quarantaine. D'ailleurs, dans 2 jours, je c'est mon Tu célèbres ton anniversaire, anniversaire. donc Ah! voilà, Oh, on peut pas les années souhaiter les passent. anniversaires en avance. Et globalement, en Guadeloupe, à l'époque, comme en Martinique, se former en cinéma était quasiment impossible, hein, il faut le rappeler. C'est-à-dire Oui. que quand je passe mon Mmh. bac, il y a une option cinéma qui vient d'ouvrir au lycée de Sainte-Rose, en D'accord. Guadeloupe. Il y avait déjà une option en Martinique, à Bellevue, au lycée de OK. Bellevue. Bon, et puis Sainte-Rose, c'était du côté Basse-Terre. Nous, on était basés au Gosier, du côté Grande-Terre. Bon, c'était pas forcément évident d'aller là. Et puis Mmh. il y avait quasiment pas de formation en études supérieures. Il y avait une Mmh. école, dont le nom m'échappe, qui avait été mise en place par, Paul Roselechim. Il importe de le citer, parce que c'est le premier à avoir fait une thèse sur la question de l'audiovisuel et du cinéma Ah oui? aux Antilles, D'accord. qui a donné un livre qui remonte à 2003, qui est une forme de panorama du monde de l'audiovisuel dans, l'espace des Antilles françaises. Waouh! Hem, mais plus sous un angle économique. D'ailleurs, aujourd'hui, il est professeur d'université en Guyane. Mais globalement, il y avait peu de choses. Donc on se forme en lisant les magazines de cinéma, des ouvrages de littérature spécialisée, et Mmh. cetera. Et après, je fais très rapidement une licence de maths, à Fouillol, en Guadeloupe, Ah ouais? pour Bah avoir un alors, bac+2 de quelque chose, pour me d'accord. présenter au concours de la FEMIS et Louis Lumière. C'était ça Ah vraiment? l'objectif. D'accord. Donc tu pouvais prendre n'importe quelle, matière? Toi, tu as pris les maths? Tout à fait. Ah ouais, OK. Et moi, j'ai continué en maths parce que j'ai fait, bon, un cursus, comme on disait à l'époque, c'était S, Ah ouais, le scientifique, eh oui. spécialité Ouais, maths. là, c'était la voie royale. C'était la voie On royale. disait ça. Et puis j'ai continué en maths, bon, bah, j'ai envie de dire, un peu comme ça, par situation, mais aussi parce que je visais en premier lieu le concours de Louis Lumière. C'était Louis Ah, Lumière qui OK. m'intéressait, en priorité. Donc les c'est difficile d'accéder à cette école-là, quoi. Et Louis Lumière, il faut Mmh. un il faut un il faut un bagage scientifique assez Assez solide, en fort. mathématiques, en physique et en chimie. Mmh. Donc il y avait une logique dans ça. Donc je monte à Paris, finalement je fais une école privée en attendant de réussir le concours de la FEMIS aux Louis Lumière. Je n'ai pas fait, partie des heureux Aïe, aïe, élus. aïe. Et je me lance dans ma pratique. Et assez vite, je comprends, et je le dis, enfin, le plus respectueusement possible. Je comprends, c'est vraiment une question de goût personnel, que je n'ai pas envie d'être technicien sur les tournages des autres, D'accord. que je veux réaliser des Ouais. films, que c'est vraiment ça ma problématique. Encore une fois, je le dis très respectueusement. Mmh. C'est Bah non, très, très mais bien que des c gens, soient ravis d'être techniciens sur totalement, des bien tournages, hein. sûr. Mmh. C'est vraiment une question, encore une fois, de goût personnel. Et donc je me lance, bah, dans, la mise en place de mes premiers projets. Et puis évidemment, on sait que les premières années sont quand même particulièrement difficiles. Les choses se recoupent très vite. À l'époque, j'ai déjà rencontré, l'œuvre d'Édouard Glissant, qui devient mon Mmh. père spirituel, qui devient vraiment une référence intellectuelle incontournable pour moi. Et donc je me lance dans, l'écriture et la réalisation, d'un documentaire sur l'œuvre d'Édouard Glissant, Waouh, mais qui va OK. mettre un temps phénoménal à se faire, qui s'appelle Poétique du divers, qui est sorti en 2015, Mmh. diffusé à la télévision, quelques festivals, et cetera. Et là, d'ailleurs, je suis en train de finir un second projet sur, l'œuvre d'Édouard Ah Glissant, et c'est ouais. une série de modules pour une diffusion dans un premier temps, bassin Antilles-Guyane. Voilà, série de modules sur la pensée de Glissant. Et comme ça, mettait beaucoup de temps, à se mettre en place, je me suis rattaché au système universitaire, Ah ouais, d'accord. en OK. validant directement une troisième année de licence. À l'époque, c'était, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui proposait la troisième année directement par le CNED, à D'accord. distance. Et puis après, il y avait la session d'examen spécial CNED à la fin de l'année, et ça, on pouvait se rattacher au système universitaire comme ça. Et en fait, c'est ça qui s'est passé. Et je me suis dit: «Bon, ben, puisque j'ai validé une licence, autant aller jusqu'au master».
mais sans savoir si j'allais vraiment continuer dans cette voie-là. Mmh. Et une fois le master, validé, là encore une fois, ce sont vraiment des rencontres de la vie. J'ai, comme professeur en master un grand professeur de cinéma, Daniel Cerceau, que je salue chaleureusement, qui, lorsqu'il demande à tous les étudiants finalement leur sujet de mémoire, est assez interpellé par le mien. D'accord. Donc là, c'est Et le mémoire dont tu nous parlais tout donc à le l'heure? mémoire de master Sur 2, le OK. je lui dis: «Ben voilà, j'aimerais travailler sur le cinéma antillais, Mmh. Guadeloupe, Martinique», et je me rappelle, il était adossé à son bureau, il se redresse à ce moment-là, il dit: «Ah, très intéressant, Ah ouais, le sujet je n'y atypique. connais rien, et d'ailleurs pourquoi?» Je dis: «Bah, parce que je viens de Guadeloupe». Je me rappelle d'ailleurs qu'il y avait une camarade qui n'a pas pu se retenir, qui dans la salle a dit: «Ah bon? Ah bon, mais d'où il vient de Guadeloupe lui?» C'est drôle, oui, pour certains. Et c'est vraiment ça a été, voilà, quelqu'un qui a été très à l'écoute de ce sujet, ce qui va impliquer une très, très forte notation de mon mémoire de master 2, ce qui me permet d'accéder à une bourse, le contrat doctoral. C'est une bourse Ah de ouais, 3 d'accord, ans OK. et à l'époque, j'étais en grande difficulté financière et ça va me stabiliser financièrement. Ça va vraiment faire que ma vie change, il faut Waouh! vraiment dire les choses parce que c'était donc, une bourse pour 3 ans. C'était une bourse salaire qui ouvrait, droits des allocations chômage et cetera, et cette D'accord, stabilisation financière va me permettre aussi, hem et en fait, c'est un pari. Je me dis: «Si j'ai un contrat doctoral, je fais une thèse sur le cinéma antillais». d'accord. C'est vraiment un pari que je lance à la vie, j'ai envie de dire. On imagine un hélicoptère avec une corde au loin comme ça et puis Tu l'as voilà, saisi. je la saisis. Je fais un bond phénoménal en me disant: «Allez voilà, là je peux changer de vie», et ayant obtenu cette bourse de la part de Paris 1, trouvant un directeur de thèse qui était également, donc c'est, le professeur José Moore, sensible à l'originalité du sujet. Mmh. Heu, voilà, je me suis lancé dans cet autre aspect de ma vie qui est l'approche, analytique, historique, ce qu'on appelle la théorie du cinéma. Globalement, voilà, le fait de décortiquer les films comme des langoustes C'est et ça. de voir ce qu'ils racontent. Mais à ta connaissance, tu es le seul à avoir, fait une thèse sur le cinéma antillais? Non, alors je ne suis pas le seul. Il y a D'accord. toujours des prédécesseurs. Ouais? Non, mais c'est parce Heu, que ça devait pas être simple à trouver non plus, en fait, non, à cette absolument, donc il y a époque-là. Paul Rosé-Léchime que j'ai cité, Oui, qui il lui, avait il a plus alors c'est approché sous l'aspect un angle économique. économique. Ouais, mais c'est pas que le cinéma, lui, c'était l'écosystème audiovisuel, C'était c'est ça? l'écosystème audiovisuel, mais il est le premier à toucher quand même à Ouais, à un ça, petit peu, ouais. Mmh. et au moment où je commence ma thèse, il y avait une Écossaise qui avait fait Ah ouais? déjà une thèse aux États-Unis, c'est une histoire de fou. Elle avait été lectrice en anglais, en Martinique, à Fort-de-France, et comme elle devait être sensible au cinéma, elle s'était demandé ce qui se faisait sur place, et après elle va obtenir, je crois, une bourse pour faire sa thèse aux États-Unis à Austin, parce qu'il y a un Waouh! département de Caribbean Studies. Oh waouh, Et OK. donc, elle avait déjà sorti, elle avait soutenu sa thèse, 2 ans avant que je ne commence la mienne. Il y avait des mémoires de master déjà, une certaine Gaëlle Amour qui avait fait un master, à Paris 3. Il y avait D'accord. Canel Kiefer-Silou, la fille d'Osange Silou, la première historienne du cinéma antillais, qui avait fait, un master la même année que moi, également à Paris 3. Il y avait des, articles ou des mémoires de master 1, master 2, et cetera. Et du côté des thèses, au moment où, moi je me lance dans ma thèse, il y avait des thèses qui étaient en cours ou qui commençaient au même moment, D'accord. et d'ailleurs, toutes du côté de la Martinique. Ah ouais? Et c'était, Ah! Sophie Saint-Just qui, faisait sa thèse à New York, à CUNY. Elle avait commencé d'ailleurs, avec Édouard Glissant comme prof. Puis après, elle avait dû Waouh! changer puisqu'il était parti à la retraite. Oui, excusez du peu. Et puis, également, Yolande Thompson, Yomé Thompson, du côté, de la Martinique. Voilà, donc tout ça se faisait, en même En temps. même temps, ouais. Mmh. Bon, et puis, il y a de nouveaux doctorants, hein, là, et puis de nouveaux étudiants qui travaillent sur ce Mais cinéma maintenant. c'est des gens que tu côtoyais un peu? Enfin, avec qui vous pouviez faire des Non, échanges non, pas ou du tout. Il y avait très, très peu de relations. ouais? Moi, j'avais identifié cette Écossaise, je crois que quelqu'un m'en avait parlé. Et les 2 martiniquaises, non, non, on n'avait pas de lien direct. En plus, c'est compliqué parce que quand on travaille sur un sujet, commun, Ouais. assez souvent les gens ont quand même cette tendance à la rétention Mmh, tu d'informations, m'étonnes. Ouais. avec cette crainte d'être, Mmh.
voilà, discuter ou challenger, je ne sais pas très bien. Ce qui fait que non, j'ai pas eu accès à ces travaux-là facilement, je dois bien le dire. Mais bon, j'ai eu accès quand même, et de manière tout à fait indirecte. D'ailleurs, la thèse qui avait été faite par Sophie Saint-Just, c'est grâce à un séjour universitaire de 3 mois à Columbia que j'ai pu y accéder. Ok, donc Par toi aussi, tu faisais des voyages dans des universités. En l'occurrence, ce séjour à Columbia pendant C'était 3 là. mois dans le Ok. cadre de la thèse, oui. Waouh. Et ça a été une expérience absolument phénoménale. D'ailleurs, je peux dire que la méthodologie que j'ai construite, qui est précisée dans l'introduction de mon livre, Un Mhm. cinéma décolonial et personnages du D'ailleurs, on peut le cinéma montrer, hein, antillais. Oui, on peut le montrer. totalement. T'as une Alors, caméra là. ça doit être, voilà. Dans l'introduction, je Mhm. je définis la méthodologie et j'y reviens, en conclusion, que j'ai adoptée. Et très concrètement, cette méthodologie, je l'ai construite par, l'accès à toute une bibliographie que j'ai trouvée lors de mon séjour aux États-Unis, D'accord. qui était beaucoup plus difficile d'accès en France. Ça m'a vraiment permis de me décentrer d'un point de vue méthodologique, pour ainsi dire. Voilà, en m'inspirant des Black Studies, des Caribbean Studies et puis de toute une bibliographie en anglais Ah ouais, non. qui, encore une Ok. fois, était assez difficile d'accès en France. Bah, et déjà, au niveau de la langue, tu maîtrisais déjà l'anglais à l'époque? Enfin, Oui, oui. c'était quelque chose. Ouais. Oui, c'est une langue que j'ai toujours bien aimée, donc Ah, super. Ouais. je me débrouillais suffisamment pour, Pour pouvoir lire ce genre voilà. de contenu. Oui, oui, tout à fait. Waouh. Et donc voilà, donc bref, il y avait différentes personnes qui travaillaient sur le cinéma antillais, mais c'est vrai que la difficulté d'accès au film Mm. fait que tous les travaux qui avaient été faits ne portaient que sur une partie de cette filmographie. Et l'un de mes grands paris, l'un des grands enjeux de ma recherche, c'était vraiment d'étudier, d'analyser tous les longs métrages de fiction faits par des réalisateurs guadeloupéens ou Tant martiniquais. qu'à faire, bien Donc de sûr. ce point de vue-là, c'est factuellement le premier panorama, la première vue d'ensemble de cette Mhm. filmographie, qui inclut, et ça c'est important, qui inclut des données des travaux des autres. Et d'ailleurs, dans ce second livre, je me suis fait fort de citer tous les autres travaux de recherche que j'ai D'accord. identifiés, parce que c'est forcément tous ensemble qu'on construit Et oui. une telle Ouais. analyse. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes regards, on arrive avec des méthodologies différentes. Moi, Mhm. j'ai commencé par, comme je l'ai dit, des études de maths. Après, j'ai fait une école de cinéma. Je me suis rattaché à des études cinématographiques. Yolande Thompson, Yomé Thompson, elle arrive avec une formation en littérature, Mm. etc. Donc, on n'a pas les Les mêmes mêmes méthodologies, on approches, n'a pas les ouais. mêmes approches. Mm. On peut pas non plus, c'est pas une seule personne qui peut tout voir. Bien sûr, non, Donc, il y c'est a pas des choses possible. auxquelles on fait pas attention, même si on décortique au maximum les films. Et puis, on n'a pas tous accès aux mêmes informations, Mm. aux mêmes données. Donc, encore une fois, un ouvrage comme ça est forcément le fruit d'un travail collectif. Bah, c'est passionnant. Mais tu sais, alors, je vais rappeler quand même que la première fois qu'on s'est rencontrés, Guillaume, c'était au Calypso, à la librairie Le Calypso, à Oui, Paris, parce que tu y faisais en fait une, comment je pourrais dire, une présentation de ton nouveau livre à l'époque. oui, Donc c'était il y a un an. oui, tout à En fait. avril de mémoire ou février, enfin quelque chose comme ça. Et donc C'était, moi, oui, en avril. je venais découvrir pour la première fois quelqu'un, donc toi, qui était rattaché justement à l'étude du cinéma antillais. Je connaissais personne avant ça. Je ne savais pas que des gens avaient pris cette initiative même de travailler dessus. Donc j'étais très agréablement surprise. Et j'ai acheté ton livre d'ailleurs, que j'ai honte de dire, je n'ai pas encore fini de lire. Oh bon, bah, c'est pas Je suis grave. très mauvaise en lecture, dans le sens où je ne J'espère qu'il prends n'était pas pas le trop temps. désagréable à lire, mais Non, non, en plus, ça n'a rien à voir. Moi, je suis très visuelle et pas assez en lecture. En fait, j'aime l'audio et le visuel, mais bon, ça, c'est un bon, bah, problème ça, avec c'est chacun moi-même. sa sensibilité, y a pas de souci. Mais j'avais acheté le livre parce que pour moi, c'était important quand même de l'avoir. Même si je le lis pas, je l'ai. Et tu Oui, me l'avais d'ailleurs dédicacé. oui, tout à fait, oui, à ta demande, bien sûr. Oui, c'était le premier livre, Conquête de l'espace et du temps, le C'est cinéma ça. antillais, Ouais. qui était d'ailleurs le cœur de mon sujet de thèse à la base. Mhm. C'était de voir s'il y avait une forme de déconstruction d'une esthétique de la carte postale, pour le dire de Oui, manière très résumée, absolument. dans la manière de filmer les espaces
antillais, globalement, comment on déconstruit une esthétique de la carte postale des îles. Mhm. Et je me suis beaucoup basé sur la pensée d'Édouard Glissant, hein, tout son travail sur le paysage, Qui parce que le revient, paysage est au ouais. cœur de l'œuvre d'Édouard Glissant, C'est vrai. et pour plein de raisons. On n'a pas le temps de les détailler ici, je n'ai pas prétention à avoir tout compris de ce positionnement, mais il est évident que l'appropriation du paysage Mhm. dans l'œuvre et par l'œuvre d'Édouard Glissant, c'est aussi une déconstruction d'un regard extérieur sur les îles et une manière de s'ancrer dans sa réalité C'est- locale. Et globalement, en faisant quoi? En investissant les paysages naturels, et bien, de la conscience et de la gravité du Mhm. passé historique, de la mémoire historique. Et globalement, c'est ce que le cinéma antillais fait également, c'est-à-dire de donner des fonctions aux différents pans du paysage, la plage d'un côté, la montagne de l'autre, la rivière au milieu, etc. Et bien, pour s'approprier, historiciser Mhm. ces espaces. Et puis bon, qui dit espace dit temps, il fallait aussi que j'étudie des caractéristiques du temps dans ce cinéma. Et force est de constater que le temps antillais, tel qu'il est construit dans les films du cinéma Ouais. antillais, a vraiment des spécificités très, très intéressantes. Voilà, mais ça, j'en dirai pas plus. Faut lire le Donc livre. c'était effectivement le premier ouvrage que j'ai eu la chance, de pouvoir faire éditer grâce à un prix de thèse, de l'UFR où j'ai fait ma thèse, l'École des arts D'accord. de la Sorbonne. Et j'ai récemment appris par quelqu'un qui travaillait dans la maison d'édition partenaire avec la fac, que c'est un prix qui n'a pas pu être maintenu pour diverses Ah raisons. bon? Donc, je fais vraiment partie de on était 2, je fais partie de la fournée, Ah ouais. qui a pu bénéficier de ce soutien, à la fois financier et puis, De reconnaissance, de quoi. reconnaissance, Mhm. et puis aussi de partenariats d'édition qui avaient déjà été établis. Donc, j'avais pas à aller chercher un éditeur. Et j'ai eu beaucoup de chance, ça, il faut vraiment le dire, parce que, je pense que si je n'avais pas bénéficié de ce prix de thèse, Oui, il est possible qu'encore aujourd'hui, je chercherais un éditeur. Parce d'accord. que c'est C'est quand même le type de sujet qui peut être considéré comme étant un sujet de niche, hyper spécialisé, et cetera. Et finalement, le regard des maisons d'édition sur ce type de sujet, a été, j'ai envie de dire, formidablement contredit par les OK. faits. Parce que le 1er livre a très, très bien marché pour un ouvrage de littérature spécialisée. Il a vraiment répondu à un public qui a une attente, Ouais, je pense, ouais. qui était là, et qui n'était pas si virtuel que ça. Et pareil, le second ouvrage, là, fonctionne très bien pour de la littérature spécialisée. Mmh. Ça veut Bravo. dire qu'il y Il a y a une une demande. demande. Il y a une demande, oui, oui. Il y a une Ça, j'en demande. suis consciente. Et alors, je revenais à mon témoignage de tout à l'heure en disant que je t'avais rencontré. Je me souviens qu'avec la discussion qu'on avait eue, tu expliquais que les archives étaient très compliquées Mmh. à trouver. Et d'ailleurs, qu'il y avait même une grosse problématique d'archivage de ces films antillais. Voilà, je voulais que tu en parles un tout petit peu pour Oui. faire connaître cela à nos adhérents. Alors effectivement, il y a un gros problème d'archivage. Alors les choses vont mieux depuis quelques années, et en particulier la création d'une cinémathèque numérique qui s'appelle Mmh. la Cinuca, Cinémathèque numérique caribéenne. Et il y a un site internet, hein, Super. cinuca.org, ça a été mis en place. La Cinuca a été créée en 2021 Mmh. à l'initiative de plusieurs personnes, et en particulier de Marie-Claude Pernelle du côté de la Guadeloupe, de Steve Zebina du côté de la Martinique. Et c'est un projet qui a été financé par des fonds européens, via Interreg. Et donc, pour avoir accès au financement de l'Interreg, il faut être partenaire avec des pays étrangers de la Caraïbe. Donc, il y a Antigua, Sainte-Lucie, qui sont dans la boucle, de souvenirs, la Jamaïque aussi, etc. Ouais. Et voilà, donc ça, c'est très important parce que cet organisme-là a vraiment pour fonction d'identifier, de Mmh. préserver, de restaurer les films qui sont en difficulté. Donc ça bouge assez bien depuis quelque temps. Et puis des restaurations de films ont été faites auparavant par divers biais. Je pense à Dérive ou La femme jardin de Jean-Paul Césaire, qui est le tout premier long métrage de fiction fait par un réalisateur guadeloupéen ou martiniquais ou d'origine. Donc Jean-Paul D'accord. Césaire, un des fils d'Aimé Césaire, bien sûr. Et ce film n'a pas été commercialisé en salle. Donc on considère que Coco la fleur candidat de Christian Lara est le premier film du cinéma antillais, puisqu'il a cette dimension commerciale Ah d'accord, OK. d'exploitation en salle. OK. Mais Dérive ou La femme jardin précède de 2 ans, Ah oui, donc d'accord. 1977, donc Coco la fleur candidat. Ouais. Et ce film, il devait y avoir 2 copies. Le réalisateur n'avait plus de copies.
Oh là là. L'assistant réalisateur François Mija n'en avait plus non plus, il pensait en avoir une. Et finalement, c'est la comédienne du rôle principal, Émilie Benoît, qui un jour, en cherchant dans ses affaires, s'est rendu compte qu'elle avait une copie du film. Waouh. Et à l'époque, c'est Osange Silou, je reviens sur cette journaliste, première historienne du cinéma antillais, qui avait fait un livre en 1991, Le cinéma dans la diaspora africaine, les Antilles françaises. C'est la première référence bibliographique sur ce cinéma, qui a fait des pieds et des mains pour trouver des fonds et restaurer ce film. Donc, ça Waouh. va mieux depuis une quinzaine d'années pour le dire rapidement. Mais on est face à un cinéma dont certains films sont encore aujourd'hui très difficiles d'accès. Un film comme Bourg la folie de Benjamin Jules Rosette, qui remonte à 1982. Il y aurait un enregistrement VHS quelque part, sauf qu'on ne sait pas où. Ah ouais. Et il y a une copie qui est préservée aux archives de la Cinémathèque française, mais je pense que c'est la seule copie dans le monde. Ah ouais. Chapela la C'est dérobade de fou, hein. Christian Lara, qui remonte à 1980, qui est un film qu'il n'aimait pas beaucoup d'ailleurs. C'est un film, je pense que c'est le film qu'il avait fait qu'il aimait le moins. D'accord. Pareil, il y a une copie à la Cinémathèque française, c'est certainement le seul endroit dans le monde où on peut avoir accès à ce film. Et des cas comme ça, il y en a quelques autres. Et alors après, si on va sur des raretés comme Fakabangou en Chimin de Patrick Vallée, qui remonte à 1987, à part un repiquage VHS, il n'y a absolument pas de possibilité d'accéder à ce film. Donc encore aujourd'hui, on est face à un cinéma dont je dirais à la louche, encore aujourd'hui, un tiers des films est inaccessible ou Ah ouais. très difficile d'accès. C'est-à-dire que si on ne va pas au contact des réalisateurs, des producteurs, des comédiens, des rôles principaux, etc., les familles de ces gens aussi, hein, des fois on passe par ce genre Bien de sûr, biais, ouais. on ne peut pas accéder à des copies de ces films. Alors par exemple, Mamito, qui est un des grands classiques du cinéma antillais, de Christian Lara, il y a des pellicules qui existent encore, parce que je me rappelle qu'il était passé au FEMI vers 2010. OK. À l'époque, j'étais un spectateur, on va dire, copain du FEMI, avant de me mettre à travailler pour ce festival. Mais Mamito, il va y avoir une restauration de ce film, là, C'est dans les années à venir. super. Mais sinon, on n'y accède pas du tout. Et par exemple, Luc Saint-Éloi, comédien fétiche de Christian Et oui, Lara, oui, qu'on salue est également. perçu, qu'on Mmh. salue d'ailleurs, et que j'ai croisé qu'on a On l'a croisé il y a croisé quelques jours, il y a 2 jours. à une projection de Wish, de Julien Dalle. Luc soutient mordicus qu'il n'y a aucune copie type Ah ouais. VHS ou DVD de ce film. Moi, je l'ai. Ah! Mais même Christian Lara, visiblement, à la fin, n'en avait plus. Donc là aussi, on arrive aussi sur des cas Ah, assez c'est dingue! surprenants où même les réalisateurs ont eu du mal à... À accéder à leur propre, Oui, ont eu du mal à incroyable. accéder à des copies de leurs films ou les ont pas forcément bien entretenus dans le temps. Voilà. Et il y Incroyable. a, je ne dirais pas qui, mais il y a 2 réalisateurs dans le cadre de mon travail de recherche doctorale qui m'ont demandé des copies de leurs films Oh! que j'ai trouvées ailleurs. Ah, c'est dingue. Comme quoi être chercheur, c'est un métier, hein. C'est L'archéologie du savoir, pour citer Foucault, était presque littérale concernant mon travail sur le cinéma antillais. c'est J'ai été, c'est mais vraiment chercher des choses ouais, une dans pioche des et coins clac. improbables. Ouais. Ah ouais, ça, c'est incroyable. Et quand on parle de cinéma antillais, on est d'accord que c'est le réalisateur qui est antillais ou on parle de cinéma antillais parce que c'est tourné aux Antilles? Juste pour, Ah oui, bien sûr. Non, il situer. importe de poser la question. Non, justement, je suis parti de l'ensemble des longs métrages de fiction, Ouais, donc ni moyen métrage, ni court métrage, ni documentaire, qui ont été faits par des réalisateurs guadeloupéens ou martiniquais ou d'origine. d'accord. Donc ce ne sont pas des films tournés aux Antilles. Alors en réalité, on peut tout à fait considérer que c'est discriminatoire, hein, Ouais, comme corpus. Mais d'ailleurs, j'ai dû beaucoup défendre cette position lors de mon travail de recherche ouais, doctorale. j'imagine. Parce que ce qui m'importait, c'était de voir si il y a un ensemble de spécificités dans l'ensemble de ces films, au niveau narratif, au niveau dramatique, Bien des sûr. thèmes, des personnages, etc., qui construit un regard de l'intérieur, Insider's View, dans sa version anglophone. Je le dis parce que quand on parle de regard de l'intérieur, dans l'espace francophone, ça interpelle, ça intrigue les gens, alors que l'expression, enfin, dans l'espace anglophone est tout à fait entendue, hein. Oui. Et la Mmh. question était de voir s'il y a un regard de l'intérieur qui se différencie bien d'un regard de l'extérieur sur les Antilles. Et en l'occurrence, mon travail de recherche doctorale et les 2 livres que j'en ai tirés tendent à démontrer qu'il y a bien un regard de Ah, c'est dingue. l'intérieur distinctif, Ouais. ne serait-ce qu'à l'intérieur de la production française, mais même vis-à-vis d'autres cinématographies caribéennes ou de cinématographie africaine ou nord-américaine. Ouais, donc c'est non, c'est bien déjà, on a au moins cette
entre guillemets, conclusion là-dessus, c'est top. Et j'avais, alors on n'a pas beaucoup de temps, mais donc tu es professeur, tu enseignes quoi exactement? Alors j'enseigne, ce qu'on appelle la théorie du cinéma. C'est une expression que je n'aime pas beaucoup. Oui, c'est drôle. C'est l'analyse des films et D'accord. l'approche historique, en fait, des différents cinémas. Alors j'ai déjà donné différents types de cours, hein. Je n'enseigne pas que sur le cinéma antillais, j'enseigne sur le cinéma antillais dans certaines formations en Guadeloupe. D'accord. L'école EPIS et l'école Courtrage Mes Caraïbes, mais également du côté de l'Université des Antilles dans différentes formations. Donc je donne des cours sur, encore une fois, l'approche analytique et historique des films, ce qu'on appelle les études cinématographiques. D'accord. Voilà, et j'ai commencé à Paris 1 Panthéon-Sorbonne où j'ai fait ma thèse. Là, c'est ma 11e année de cours. Alors je n'ai pas encore de poste de titulaire, alors je Ah croise les ouais! doigts, Ah ouais, bon. pour la suite et Mmh. puis donc à l'Université des Antilles depuis 2021. D'accord. Bon, au moins c'est complet. Donc on peut te retrouver où d'ailleurs, Guillaume, si on veut, te suivre, On peut me retrouver sur, un tas de réseaux sociaux, LinkedIn, Guillaume Robillard Ouais. cinéma, Facebook, Guillaume Robillard poétique du divers, c'est le Ah. titre de mon documentaire sur Glissant. On peut me trouver, par mail aussi, hein, Mmh. voilà, sans trop de difficultés. Voilà, encore une fois, on peut me trouver par ces différents réseaux sociaux ou par, personne interposée si besoin. Si besoin. Et tu restes, toujours, responsable du festival, Fémis, pardon? Oui, effectivement, j'ai, repris la direction de la programmation en 2020 pour une édition qui s'est faite en 2021, période Covid oblige. Eh oui. Et là, donc je suis, encore, chargé de programmation du FEMI pour, je le rappelle, la 30e édition. Ah ouais, c'est C'est quand énorme. même un bel anniversaire, qui se fait projectivement au mois de février prochain, T'as des du t'as des 22 au 28 si mes souvenirs sont bons. D'accord, t'as des conseils à donner à nos adhérents ou nos auditeurs s'ils souhaitent soumettre un film, s'ils souhaitent poursuivre aussi dans la carrière du cinéma? Le conseil de Guillaume? Alors, donc oui, déjà pour soumettre un film au FEMI, on va lancer l'appel à films dans le courant de l'été. Et donc, donc on va en informer le plus grand nombre, Ouais. bien sûr. C'est sur la plateforme Film Freeway, OK, Film que l'on Freeway, ouais. fait, l'appel à films. Donc il suffit de chercher FEMI Festival, FEMI Guadeloupe et on tombe dessus très vite. C'est un festival qui a le mérite de sa longévité, donc il est quand même Ah identifié par oui. pas mal de gens dans le milieu audiovisuel, en particulier outre-mer, mais pas que, aussi du côté du continent africain. Mmh. Après, est-ce que j'ai un conseil à donner pour continuer dans le milieu? N'étant pas celui qui pratique le plus, je ne suis pas sûr d'être le voilà, le mieux à même de donner un conseil. Mais c'est sûr que lorsqu'on vient des espaces dits d'outre-mer, Mmh. où par ailleurs on sait que l'industrie cinématographique n'est pas vraiment développée, elle est en cours de développement Ouais, à différents c'est niveaux, vrai. faut vraiment être un combattant, hein. Je Ouais, crois c'est que ça. faut même avoir un côté un peu fou. Je me rends compte aujourd'hui, avec un peu de recul, que quand même on est une sacrée bande de fous furieux, de s'être dit ou de se dire: «Allez, on fait du cinéma, dans nos espaces». Non, c'est vraiment la persévérance, hein. Je crois que c'est le maître mot. Et OK. puis, je me permets de rebondir sur mes 2 livres et en particulier le dernier. Mmh. Hem, je pense qu'il faut aussi jouer de l'originalité. C'est-à-dire qu'il faut, pour bien se faire une place dans l'immensité du flux des images qui viennent de partout Mmh. dans le monde et plus que jamais aujourd'hui avec les sites de streaming et le flux numérique, il faut qu'on ait l'intelligence, qu'on ait la malice, comme disait Glissant, la malice du poète, qu'on ait la malice de définir ce qui nous est propre, ce qui nous est spécifique pour bien se distinguer à l'intérieur du cinéma français comme vis-à-vis d'autres cinémas dans le monde. Et c'est vraiment l'objectif de mon travail de Ouais, recherche. c'est ça. Je sais que dans le milieu professionnel, en Guadeloupe en particulier, en Martinique, je ne sais pas trop, il y a pas mal de gens qui sont sceptiques quand je parle de cinéma antillais, puis qui me disent: «Oui, non, nous, on fait du cinéma». Moi, je ne comprends pas très bien cette position, et je le dis, très respectueusement, je ne la comprends pas. On a parfaitement identifié une littérature antillaise Ouais, qui est totalement. identifiée comme telle au niveau international, qui est étudiée à Cambridge, à Harvard, à Oxford, au Japon et qui est identifiée comme étant de la C'est littérature antillaise, c'est-à-dire une voie spécifique, VOIX, à l'intérieur de la littérature francophone, française, francophone et par extension des littératures du monde. Il n'y a pas de raison qu'on ne définisse pas un cinéma antillais. absolument. Par contre, quand je parle d'un cinéma antillais qui a des spécificités, ce n'est absolument pas une injonction. Je ne dis pas qu'il faut faire des films comme ça.
Non, ou bien qu'il faut sûr. faire des films Ouais. avec les fameux personnages récurrents de ce cinéma. Mais il faut qu'on ait l'intelligence d'utiliser ce qui nous est propre, ce que les prédécesseurs ont proposé de manière, je pense, intuitive et extrêmement malicieuse, et qu'aujourd'hui on prenne ça et qu'on le mélange à nos propres références et à notre propre culture cinématographique de notre génération, pour proposer encore une fois quelque chose qui nous distingue, tout simplement. Ah ben, l'appel est fait pour, tous les cinéastes, Voilà, donc il faut lire mes livres. ultramarins et lisez les livres, ça peut vous aider. Même 2-3 petites idées comme ça, non, c'est génial, ton conseil est des génial. outils en fait. Ouais, Il faut totalement. vraiment prendre ça comme des outils. Mmh, Et une malle à outils, ben, on prend ce qu'on a envie de prendre dedans, exactement. tout Puis simplement. après on crée son univers. Et après on crée son univers, exactement. Mais c'était, vraiment un plaisir, Guillaume, de te recevoir, Ben, merci pour ce très bel au échange et pour cette podcast JUCA. invitation. Ouais. Donc je rappelle que tu viens de nous rejoindre, donc on espère, pouvoir, travailler avec toi, collaborer sur des projets notamment, de festivals peut-être, qui sait? Qui sait? Avec Ajuka. En tout cas, c'était un vrai plaisir et je rappelle que pour tout adhérent, si vous le souhaitez, vous pouvez nous rejoindre sur ajuka.um et sur Hello Asso pour, adhérer, comme l'a fait Guillaume. Absolument. Voilà, Et j'invite toutes et tous à le faire. c'est gentil. Merci beaucoup Guillaume. À très, très vite. Je crois que tu pars en Guadeloupe très bientôt, donc Oui. bon vol et puis bon anniversaire le jour J. Merci. À bientôt. À bientôt.